Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechMag. Cybersécurité et cybercriminalité, bien loin d'être des buzzwords, ce sont des mots qui sont de plus en plus entendus dans les rencontres consacrées aux technologies. Pas plus tard que les semaines écoulées, il y a eu d'importantes réunions qui ont également placé au cœur des discussions ces thématiques-là. Mais pourquoi est-ce aussi important d'en parler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a réellement une menace cybercriminelle qui plane autour des pays, notamment africains? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec Ragil Vembe. Mais bien avant cela, nous allons prendre la température du monde des technologies dans l'actualité et c'est maintenant. Le projet de roaming entre le Congo et le Gabon a fait l'objet d'une importante réunion qui a eu lieu récemment à Brazzaville. Cette rencontre a connu la participation des autorités de régulation des communications électroniques ainsi que des opérateurs de téléphonie mobile des deux pays. Pendant 2 jours, les participants ont essentiellement évoqué les aspects techniques liés à l'exécution du free roaming et il est ressorti de cette rencontre abritée par l'ARPCE que depuis le 1er janvier 2020, les abonnés des réseaux mobiles du Congo et du Gabon peuvent partir d'un pays à l'autre sans avoir besoin d'acquérir une SIM locale et sans avoir même à payer des frais d'itinérance pour la réception des appels. L'émission des appels, quant à elle, est facturée à 158 francs CFA la minute depuis la même date. Pour l'instant, le free roaming data n'est pas encore opérationnel entre le Congo et le Gabon, mais à en croire nos sources, les opérateurs de téléphonie des deux pays ont d'ores et déjà été invités à œuvrer pour son implémentation dans les délais. Une annonce qui a de quoi réjouir et impatienter ceux qui sont friands d'Internet. La patience, c'est également le prix payé par les opérateurs et utilisateurs d'Internet qui ont subi des perturbations d'Internet à partir du 17 janvier 2020. Pour eux, cette vertu a enfin porté ses fruits puisqu'aux dernières nouvelles, les réparations du câble de fibre optique WAX sont presque terminées. Rappelons que ce sont les coupures accidentelles des câbles WAX et SAT3 qui avaient causé la panne Internet observée vers fin janvier. Récemment, des sources concordantes ont même indiqué précisément la cause de la coupure du premier câble. D'après elles, le WAX s'était endommagé au large du Congo parce qu'il était piégé et encastré sous des sédiments lourds et denses causés par l'écoulement des eaux turbulentes dans le canyon sous-marin. C'était la première rupture de ce type et c'est ce qui a justifié cette longue réparation qui était particulièrement difficile à en croire l'équipage du câblier français Léon Thévenin. Les réparations de la deuxième coupure du câble sous-marin WAX, plus proche du Royaume-Uni, sont toujours en cours, tout comme celle du SAT3 et elles devraient toutes être terminées d'ici le 12 février. Ainsi, les opérateurs pourront retrouver leur pleine capacité courant le mois de mars. On boucle l'actu du jour avec Microsoft qui a appelé les institutions financières africaines à investir dans la cybersécurité. La firme américaine a lancé cet appel lors du sommet annuel de l'innovation bancaire et financière en Afrique qui s'est tenu du 4 au 5 février 2020 à Nairobi au Kenya. Pour Microsoft, les DSI d'aujourd'hui doivent faire évoluer leurs approches et leurs objectifs pour passer de la sauvegarde des actifs à la mise en place des cadres de sécurité agiles qui permettent la transformation numérique. Microsoft s'est dit disponible à soutenir les institutions financières dans la mise en place des solutions de cybersécurité axées sur les dernières technologies et cette annonce a été faite 2 jours après la publication par l'autorité de la communication du Kenya du dernier rapport sur la cybersécurité qui montre les investissements réalisés par les entreprises pour lutter contre les menaces cybercriminelles. On s'aperçoit que la menace cybercriminelle a l'air bien réelle. Est-ce pour autant que nous devons nous en préoccuper ? En tant qu'utilisateurs d'Internet, sommes-nous concernés justement par cette cybercriminalité-là? Si oui, comment est-ce qu'il faut se mettre à l'abri? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Ragil Vembe. On revient bientôt. À en croire plusieurs experts, la cybercriminalité menace grandement le continent africain. Nous allons essayer d'en savoir plus avec Ragil Vembe qui est avec moi sur ce plateau. Ragil, bonjour. Bonjour Estime. Alors Ragil, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense que l'idéal serait même déjà de commencer par nous dire qu'est-ce que c'est concrètement la cybercriminalité. Alors, très bonne question Estime. Cybercriminalité, cyberarnaque, cyberescroquerie, cyber de gauche à droite. Alors, je vais commencer par définir ce qu'est la cybersécurité. Premièrement, la cybersécurité, c'est l'ensemble des règles qui sont mises en place pour assurer la protection des données et l'intégrité des données, que ce soit des données sensibles ou non, dans une infrastructure informatique. Alors, cette cybersécurité permet justement de protéger l'échange de données et empêche ce qu'on appelle les cybercriminels
d'avoir accès à ces informations ou de pouvoir les corrompre. Je te vois venir, Estime. Avant de définir cybercriminel, je vais revenir à cybercriminalité. C'est une notion beaucoup plus large, mais par analogie au monde réel, en fait, la cybercriminalité, c'est juste, elle regroupe toutes les infractions pénales que nous connaissons, mais cette fois-ci, les infractions pénales qui sont susceptibles de se dérouler au moyen ou à travers Internet ou à travers un réseau informatique. Voilà en gros ce que c'est cybercriminalité et cybersécurité. Donc, pour être plus concret, un cybercriminel, c'est celui qui commet des infractions dans le cyberespace ou encore sur Internet. Alors, Agile, déjà, il faut savoir qu'il y en a de plus en plus de cybercriminels. Si je me fie à la définition que nous venons de donner ensemble, on parle même de Yahoo Boys dans les pays anglophones ou encore de brouteurs dans les pays francophones. Récemment, même un informaticien sous le nom d'emprunt Rabin Desbois, qui a écrit le livre Lève-toi et code, il dit que voilà, les cybermenaces sont très présentes justement dans le dark web, qui est une face cachée d'Internet qui n'est pas accessible à tous. Avec l'Internet des objets et plein de nos équipements sont connectés à Internet. Ce que je veux savoir, c'est que sur quel terrain en fait voilà, s'opère la cybercriminalité. Est-ce que ça concerne juste nos ordinateurs ou encore ça va bien au-delà? Alors, on va faire un peu d'histoire. Pour commencer déjà, la cybercriminalité n'est pas, c'est peut-être devenu un terme trending, mais ce n'est pas un terme d'aujourd'hui. Depuis les années 80, elle va de pair avec l'évolution d'Internet. On a commencé, la cybercriminalité a été commencée à indexer du doigt depuis les années 80 via les courriels, c'était du spamming. Et ensuite, on est passé aux années 90 où il y avait des virus qui étaient envoyés à travers les navigateurs. Au fur et à mesure qu'Internet a évolué, la cybercriminalité a évolué. En arrivant dans les années 2000, il y avait plus de données sensibles sur Internet des utilisateurs grâce aux réseaux sociaux. En 2007, on s'est retrouvé dans un cas de cybercriminalité entre États où on suspectait la Chine d'avoir fait une attaque virtuelle au fait, aux États-Unis. Donc, au fur et à mesure que la technologie a évolué, on s'est rendu compte que la cybercriminalité était de plus en plus présente. Alors, tout à l'heure, dans ton discours, pour répondre à ta question aussi, tu as parlé très légèrement de ce qu'on appelle le dark web. Alors, la cybercriminalité, au niveau où on en est actuellement, on est capable d'acheter un virus, je recommande pour les téléspectateurs de le faire, mais les gens sont capables de commettre des actes de cybercriminalité, que ce soit de façon ouverte ou de façon volontaire ou pour un objectif bien précis. Mais la cybercriminalité a pris une autre dimension. Il existe ce qu'on appelle le dark web. Comme le mot le dit, dark web, ce n'est pas un autre type d'Internet, c'est le même Internet qu'on a. La seule différence, c'est que le dark web, c'est du deep web. Ça veut dire que c'est de l'information qui n'est pas indexée, qui n'est pas rendue accessible. Le deep web, je vais encore expliquer ce mot assez explicitement. Vous voyez les moteurs de recherche tels que Google, les moteurs de recherche Google et compagnie font ce qu'on appelle de l'indexation d'informations. Ça veut dire que ce sont des sites web ou des informations qui ont le besoin d'être visibles. Mais il existe aussi de l'information sur Internet qui n'est pas visible. Par exemple, nos données bancaires, nos informations bancaires se trouvent dans du deep web parce que ce ne sont pas des données qu'on veut référencer. On ne veut pas savoir que M. Wimber Agile a tel compte bancaire qui est dans tel... C'est de la donnée qui est sur le système informatique, sur Internet, qui se partage entre banques, mais qui n'est pas référencée. Ça, c'est le deep web. Donc, ces cybercriminels se servent du deep dark web. Le deep dark web, c'est justement ce lieu où ces différents lieux sur Internet où l'information qui n'est pas indexée peut être échangée entre les cybercriminels. Et généralement, c'est des informations sensibles. Certains vont acheter les virus, certains vont commettre des crimes de cybercriminalité, préparent leur action de cyberarnaque. Et ça, on va souvent en entendre parler de plus en plus dans les médias parce que malheureusement, les gens sont enclins à se servir de l'outil informatique et du réseau Internet pour commettre des crimes. C'est beaucoup plus facile peut-être pour eux pour une raison d'ingénieur. Parmi les exemples de cybercriminalité que nous avons assez couramment ici, il y a le revenge porn. Le revenge porn, comme décrit dans la loi pénale française, c'est un type de cybercriminalité qui permet de mettre en avant les informations d'une tierce personne sans avoir l'accord de cette personne-là. Et ça, c'est très fréquent ici. Les écoutes téléphoniques également vont dans le cadre du revenge porn. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent au Congo. Les écoutes téléphoniques qui sont faites à l'insu des utilisateurs, c'est de la cybercriminalité. Et il existe plusieurs autres formes. En 2017, on a connu, en Afrique et un peu partout dans le monde, une attaque de cybercriminalité qui a été faite par un ransomware qui s'appelait WannaCry, où on demandait à un utilisateur dans l'ordinateur ou dans le poste de communication, le terminal a été pris en contrôle, de payer de l'argent avant d'avoir l'accès à son ordinateur ou à son espace de travail. C'est une forme de cybercriminalité. Un ransomware qui a également touché des pays comme l'Estonie, si je ne me trompe pas. Énormément. Étant donné que l'Estonie est parmi l'un des pays les plus connectés au monde et l'un des pays les plus enclins à avoir tout informatisé. C'était très grave. Donc, aujourd'hui, la cybercriminalité, pour tous ceux qui ont un terminal, pour tous ceux qui sont connectés à un réseau, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. C'est quelque chose qui est présent. Il faudrait maintenant voir dans quelle optique on peut se préparer à ça.
Alors, tu dis que la menace est présente, mais il y a vraiment de quoi se demander où, parce que jusqu'à récemment, le continent africain n'était pas privilégié par les hackers, mais on sait aussi que dans le cyberespace, il n'y a pas vraiment de frontières en tant que telle. Par là, voilà, face à cette confusion, on aimerait bien savoir, est-ce que la menace cybercriminelle, j'allais dire, est réelle sur le continent africain, par exemple? Il y a un rapport très récent qui dit que nous avons perdu près de 3,5 milliards d'euros en termes de dépenses en matière de cybercriminalité, donc incluant les attaques qu'on a subies. Ça prouve à quel point aujourd'hui l'Afrique, le Congo en particulier où nous sommes, est enclin à se protéger de la cybercriminalité. Dès lors qu'il y a échange, dès lors que nous sommes dans le cyberespace, qui est autrement appelé Internet, le village planétaire, ben nous sommes ouverts à la cybercriminalité. Ça veut dire que nous sommes susceptibles d'être attaqués d'une façon ou d'une autre par la cybercriminalité. Ce n'est pas à ignorer. Alors, Agile, je reviens sur une précision que tu as à faire. Je me rappelle, tu l'as dit, en 2017, le manque de protection numérique avait engendré justement des pertes qui vont jusqu'à 3,5 milliards de dollars sur le continent africain. Ce sont, voilà, il s'agit d'une perte colossale, j'allais dire. Alors, est-ce que cela veut aussi dire qu'il faut investir des moyens colossaux pour pouvoir se prémunir des attaques informatiques? Est-ce que la cybersécurité nécessite toujours de gros moyens? La cybersécurité nécessite de gros moyens, d'une part, mais elle est un peu plus, elle touche tout le monde. Elle ne touche pas que les experts, elle ne touche pas que les banques, que les professionnels. Elle touche chaque utilisateur, chaque téléspectateur, toute personne qui est enclin à se connecter à Internet peut commencer par des choses toutes simples qui sont des bonnes pratiques de connexion à Internet. Par exemple, la cybercriminalité commence par des choses tout simples. Imaginez-vous que il existe des études qui sont faites par des experts en cybersécurité qui disent que généralement pour un hacker, les mots de passe les plus enclins à être hackés sont les mots de passe les plus simples. Imaginez-vous un mot de passe d'un Wi-Fi qui peut être 1, 2, 3, allant jusqu'à 9. Ou un mot de passe d'un compte Facebook qui peut être AZERTY. Mais moyennant les bonnes pratiques d'usage d'Internet, les gens peuvent déjà par eux-mêmes se protéger de la cybercriminalité. Alors, Ragil, déjà, il y a plusieurs types de menaces sur Internet. Il y a des botnets, des petits robots, aussi de l'ingénierie sociale qui est privilégiée par les Yahoo Boys, qui consiste un peu à manipuler les gens jusqu'à les amener à débourser une certaine somme. Il y a aussi les ransomware dont tu venais de parler, les logiciels de rançon, ou encore voilà, des attaques plus avancées comme des attaques de déni de service, attaques DOS, ou encore le cryptojacking. Il y en a vraiment plein. L'idée, vraiment, à la fin, après avoir cité tout cela, c'est de savoir est-ce qu'il existe des outils ou des stratégies pour pouvoir se prémunir de ces nombreuses menaces? Il en existe énormément. Il existe pléthore de stratégies. Parmi les stratégies dont je t'ai cité, ce sont les bonnes pratiques sur Internet pour chaque utilisateur. Il y a des règles de vie qu'il faut avoir sur Internet. Internet, c'est un univers, donc il faudrait s'adapter. Il y a une façon de faire des choses. Mais il ne faut pas oublier qu'au Congo, ici, très récemment, le 10 octobre 2019, il y a une loi qui a été propulsée par le ministère des Postes et Télécommunications dont le but est de protéger les données à caractère personnel. C'est une approche de résolution du problème de cybercriminalité. Mais personnellement, je pense que la cybercriminalité commence par soi-même, en fait. Il faudrait qu'on ait des bonnes pratiques qui nous évitent d'être à découvert. Parce qu'une fois que l'on se connecte au monde, si nous ne sommes pas protégés, nous sommes à découvert. Pour les gens qui ont l'habitude d'aller sur Internet, sur des sites un peu farfelus, ou bien des sites obsolètes, ou des sites du dark web, il est par exemple recommandé d'utiliser des VPN. Les VPN, c'est une sorte de technologie qui permet d'être sous un tunnel ou sous couvert, comme sous un parapluie, qui vous permet d'aller sur Internet, mais sans avoir à subir l'attaque de tierces personnes. C'est une approche, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'aller télécharger des vidéos de façon illicite ou aller sur des sites qui sont peut-être interdits, qui sont dans le dark web. C'est une approche parmi tant d'autres. Alors, les téléspectateurs peuvent également retrouver des conseils plus avancés, plus détaillés sur Internet. Merci Ragil pour ces précisions. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas seulement prévu parler de cybersécurité ou encore de cybercriminalité. On va également faire le point des innovations phares qui ont eu à émerger cette semaine. C'est dans Découverte et c'est tout de suite. Le monde de la technologie évolue à la vitesse grand V. Chaque semaine, il y a des innovations qui émergent. Certaines d'entre elles sont surprenantes, parfois étonnantes ou peut-être même intéressantes. Et c'est peut-être même dans le même esprit que nous avions pensé les présenter chaque semaine justement dans cette émission. Et avec Rachel Wember, on va déjà commencer par parler de la dernière version bêta d'iOS qui a révélé une nouvelle API, une interface de programmation intitulée Karki. C'est quelque chose de très intéressant, mais je te laisse le soin de nous dire ce que c'est exactement. Alors, pour tous les passionnés de technologie et pour tous les passionnés de produits d'Apple, tels que nous plus ou moins, alors, je vous recommande déjà
Premièrement, je vous recommande de toujours être aux aguets avec Apple. On ne sait jamais ce qui arrive. Alors, là, ce qui nous arrive, c'est Apple Car Key. Apple Car Key, c'est une nouvelle approche, en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est insérée dans la version 13.4 de iOS, pour ceux qui sont sur iPhone, qui permet, le but de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir déverrouiller et verrouiller la portière d'un véhicule. Il y a une petite blague au Congo où on a l'habitude de dire que généralement au Congo ou en Afrique, ce sont les seuls pays où les utilisateurs ne savent pas mettre leur téléphone et leur clé dans la poche ou dans un sac, ils le traînent toujours à la main. Bon, maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir et le téléphone et la clé, vous avez juste un porte-clés qui se trouve dans votre iPhone. Le but, c'est que cette technologie qui s'appelle Apple Car Key, qui est implémentée dans le système iOS 13.4, permet de déverrouiller à une distance grâce à une technologie qui s'appelle le NFC. Alors, l'autre chose avec Apple Car Key, c'est qu'avec Apple Car Key, on peut faire du sharing. Ça veut dire que vous pouvez partager cette même fonctionnalité sur l'iPhone d'une autre personne, d'une tierce personne de la famille, ce qui fait que tout le monde peut avoir une clé moyennant son iPhone. C'est très intéressant, mais il reste à savoir si cette technologie peut marcher avec n'importe quelle voiture. Je ne sais pas si tu en sais des choses, Raji. Bien sûr, j'en sais des choses. Je vais légèrement dire ce qui... Pour l'instant, la technologie implique deux parties. Apple joue sa partie, mais il faudrait que les constructeurs puissent suivre. Et pour l'instant, on va dire que ça viendra avec le temps. Rien de concret dans ce sens. Donc, il faut en déduire que seules les personnes propriétaires des voitures les plus récentes pourront bénéficier. Ou les voitures qui ont fait cette mise à jour, parce qu'il faudrait déjà que la voiture ou la technologie de la voiture implémente cette possibilité-là. Sinon, ce n'est pas possible. Bah heureusement qu'avec ma Starlet que tu m'offriras, ce ne sera pas possible et tant mieux. On va passer à autre chose. Les images falsifiées, les deepfakes, on en a parlé ici même sur ce plateau. Elles continuent de pulluler justement sur Internet et Google a proposé une tentative de solution pour vaincre ce grand mal qui mine justement le monde en général et Internet en particulier. Quelle est la solution alors proposée par Google et même de quelle manière elle est efficace? Alors, l'une des startups de Google qui s'appelle Jigsaw, parce qu'il ne faut pas oublier que Google s'appelle maintenant Alphabet, c'est un conglomérat de plusieurs startups. Donc, ils ont un incubateur de projets qui s'appelle Jigsaw, qui a lancé un produit qui s'appelle Assembler. Le but de ce produit, c'est de pouvoir déterminer la véracité d'une image. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un monde de fast-checking et d'hyper-information. L'information arrive très vite et généralement, on n'a pas le temps de pouvoir contrôler l'information. C'est qu'avec Assembler, on peut détecter, grâce à la qualité des pixels au niveau de l'image qui a été publiée ou partagée, avec certains algorithmes très avancés de détection de qualité d'image, on peut savoir si l'image est vraie ou pas. Et c'est un outil qui est très adapté pour les médias tels que Le Monde, des compagnies qui ont... Ou encore le nôtre. Ou le nôtre d'ailleurs, qui est très important pour nous, ça nous permet de savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas. Alors, très intéressant, Ragil. Et pour terminer, on va parler de gaming et plus spécifiquement du jeu Zombie Army 4 Deadware, qui est un jeu de tir tactique développé par Rebellion Development. Je te laisse faire une présentation plus avancée. Merci Estime. Alors, pour tous les fans de jeux vidéo, pour tous les fans de jeux vidéo de tir spécifiquement, et pour tous les fans d'histoire de Troisième Reich tels que moi, alors Zombie Army 4 Deadware, c'est un jeu de la gamme Sniper Elite. La gamme existe depuis 2015, donc une nouvelle version du jeu vidéo vient de sortir depuis depuis le 4 février 2020. C'est un jeu en action en plusieurs langues, français, anglais, ainsi de suite. Le jeu a été dévoilé au E3 l'an passé et on le trouve sur les plateformes Xbox One, PS4, PC. La structure qui a mis en place ou qui a développé le jeu s'appelle Rebellion Development. Alors, le petit synopsis sur le jeu, c'est qu'on se retrouve à l'après Deuxième Guerre mondiale. On est en 1946, Hitler étant mort, et ensuite on a le retour en Europe des soldats d'Hitler. C'est un jeu qui se joue à 2, à 3 ou à 4. Alors, pour mettre plus l'eau à la bouche aux téléspectateurs qui nous suivent, nous disposons de la bande-annonce de ce jeu-là. C'est sur ça que nous allons nous quitter. Donc, vous avez bien compris que l'émission touche à sa fin, mais on reviendra d'ici la semaine prochaine avec Ragil, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, n'oubliez pas de suivre la bande-annonce et peut-être même aussi d'acheter ce jeu qui est sorti le 4 février 2020. À très bientôt.